So the last panel of Dernier panel du forum. On dispose de très peu de temps. Nous sommes tous et toutes très fatigués. Pas mal de gens font la pause. Néanmoins, nous allons reprendre. Et on va effectivement poursuivre. Voilà, on va démarrer avec 30, 40, 45 minutes. On va demander aux membres du panel d'être concis. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions également. Et c'est la journée engagement. Que compte-t-on faire en pratique? Dès lors, ce que je vous demande, que comptez-vous faire? Quel est l'engagement, votre engagement? Je vais vous présenter les membres du panel, des membres très distingués de la société civile, Claudia Leon, Peter Arbracht, plateforme société civile suisse, migration développement, ravi que vous soyez parmi nous. Monsieur Pietro Mona également, qui a déjà pris la parole aujourd'hui. Il travaille pour le gouvernement suisse, coopération développement. Il a été promu en tant qu'ambassadeur pour des questions notamment de migration. Stratégie nationale, engagement, que compte-t-on faire? Claudia? Au Mexique, que fait la société civile au niveau du pacte mondial et que retiendras-tu de ce que tu as entendu ici quand tu rentreras dans tes pénates au Mexique? Merci beaucoup. Je vais m'exprimer en espagnol pour que... Donc, munissez-vous de vos casques, s'il vous plaît. Je sais qu'on est tous fatigués. Et nous, là, c'est un peu difficile pour nous, membres de ce panel-ci. Et je vais, je le répète, m'exprimer en espagnol. Quand on parle de stratégie au niveau du contexte national, et là, on parle effectivement du pacte mondial que l'on construit d'une manière participative et il faut vraiment qu'on ait une bonne communication, flux d'informations au niveau national, local, au niveau des municipalités, donc au niveau local également. C'est important. Alors, je vais vous parler des opportunités à saisir. Le pacte mondial, je dirais que c'est vrai que c'est pas tout à fait clair ce que cela signifie, etc. Et là, dès lors, je dirais que pour notre société, ce qui est important, c'est de s'organiser. Il faut essayer de déterminer qui on compte aider. Il faut faire également la promotion du pacte entre nous. Et également, c'est très important au niveau de la société civile. L'idée, disons, est d'être à même de dénoncer les politiques migratoires actuelles qui ont un impact négatif sur nous, entre autres en tant qu'organisation. On a du pain sur la planche dans ce sens-là, mais également, il y a un impact, bien entendu, négatif sur les familles, les migrants eux-mêmes et les familles des migrants. Et également ceux qui travaillent dans notre secteur. J'espère dès lors qu'on pourra bouger pour s'organiser au niveau du pacte mondial. Et à présent, je vais parler des défis à relever. Je vais essayer de formuler des suggestions pour le niveau national notamment et comment il faut exiger une meilleure représentation dans le cadre du pacte mondial. Je pense que
un mécanisme, on doit promouvoir les mécanismes institutionnels de participation au niveau national. C'est important de participer, mais comment? Il faut exiger de la part des gouvernements qu'on nous invite à participer, bien entendu. Il est important dès lors qu'au niveau national, on puisse justement faire cela, qu'on mette sur pied des systèmes nationaux de mécanismes pour pouvoir participer. Il faut que ces systèmes soient accessibles, transparents et inclusifs également. Un exemple, l'exemple des villes et des municipalités. J'ai également eu l'opportunité d'accompagner et d'aider, je dirais, les citoyens, le conseil migration. On a eu des négociations ainsi avec le gouvernement. Et puis finalement, ce qui est important, c'est d'être à l'écoute. Et au niveau international, on rencontre également des gouvernements. Et effectivement, il y a des représentants ici qui sont des diplomates. Et évidemment, il est important d'être en contact direct avec les personnes responsables de tout ce qui est migration et qui peuvent avoir un impact sur ces politiques migratoires. C'est un exemple, bien entendu. Et effectivement, je pense que ceci est un bon appareil participatif pour avoir une participation formelle. Et également, il est important d'établir des priorités au niveau des agendas, des programmes de la société civile. Par exemple, on a eu une expérience au Mexique et on s'est organisé via le Comité pour les Amériques. Il y a des programmes sur l'immigration et nous, on s'organise et ce qui importe, c'est, comment dirais-je, il faut formuler des propositions claires au gouvernement. Les différentes politiques provenant de la société civile, eh bien, il s'agit d'approche du bas vers le haut, c'est-à-dire que on a entendu que l'information doit atteindre les différentes organisations, doivent atteindre la base, même le terrain, et que tout cela soit accessible. Il faut que les messages soient limpides et pas trop complexes. Alors, que se passe-t-il avec les experts qui travaillent sur le terrain, qui sont en contact permanent avec les migrants? Je dirais que via ces processus, on a réussi à créer une approche du bas vers le haut, de la base vers le haut. Deux autres choses que je souhaite mentionner, le suivi, le monitoring. À partir du niveau national, il s'agit de suivre toute la phase de consultation, pas uniquement au niveau du pacte mondial. Non, le processus de consultation doit être inclusif, c'est-à-dire qu'on doit s'assurer que notre voix est entendue dans le cadre des consultations. Et également, on doit demander au gouvernement d'être responsable, d'être rendu responsable. Et il y a eu une réunion hier entre des membres du gouvernement d'Amérique latine et la société civile. Et on se rend compte que un des représentants qui est un partenaire n'était pas informé quant aux tenants aboutissants, n'était pas au courant de la consultation locale. Donc même il semblerait que les gouvernements se sentent parfois exclus du pacte mondial. En fait, là, je parle au nom de l'Amérique latine. Je ne sais pas s'il en est de même, d'ailleurs, dans d'autres régions de l'hémisphère sud. Il serait intéressant, dès lors, de suivre de très près les processus de consultation et d'être en contact avec les diplomates qui vont rentrer en contact avec les différents gouvernements, ceux qui vont légiférer en fin de compte et qui vont s'assurer que les législations soient mises en œuvre. Et on doit également suivre le budget. Combien est-ce que tout cela va coûter? C'est la question. Combien est-ce que cela va coûter pour mettre en œuvre le pacte mondial? Si on n'inclut pas le budget, on aura peut-être une très belle législation, un beau cadre législatif, mais il faut qu'on dispose du budget pour la mise en œuvre. Et ainsi, il faut également décider comment ventiler ce budget. Est-ce qu'on va utiliser ce budget pour faire certaines choses
via les programmes, parce que, bien entendu, il faut coûte que coûte éviter une sorte de militarisation de certaines choses, militarisation des mouvements migratoires. Donc, il est important de disposer d'un budget qui tient compte avant toute chose de l'intégration. Merci beaucoup. So sorry to be cutting you. Désolé de vous interrompre, mais on va passer à présent aux autres membres du panel. On vous redonnera la parole tout à l'heure et ainsi on pourra parler du budget, des coûts, etc. et ce que cela va signifier en pratique pour vous sur le terrain. À présent, Monsieur Pietro Mona, tout d'abord. Pour commencer, et en guise de rappel, comment est-ce que la société civile peut être engagée dans le processus du pacte mondial? Je parle des modalités. Également, qu'est-ce que cela signifie pour nous s'engager au niveau des gouvernements nationaux et qu'est-ce que cela signifie pour vous en Suisse, cet engagement? Merci beaucoup. Donc, donnez-moi 2 heures pour répondre. Merci. Blague à part. Merci aux organisateurs. Merci de m'avoir invité. Alors, je vais commencer à répondre ainsi. Un des organisateurs, dont je ne citerai pas le nom, m'a demandé d'être un tant soit peu provocateur. Alors, je vais vous présenter peut-être des déclarations un petit peu provocatrices. Process, Trump, substance. Donc, si on a les meilleurs messages, de bonnes idées, mais si le processus foire, si on ne comprend pas le processus, si on ne sait pas quand agir, comment agir, à ce moment-là, on aura peut-être les meilleures idées, mais est-ce que quelqu'un sera à l'écoute de vos meilleures idées? Et c'est parfois compliqué pour des gens pleins de passion. J'en reviens à votre première question, le processus. Résolution, modalité, ça a été négocié. Il y a effectivement différents niveaux, différentes phases de prévues. On est dans la phase 1, phase de consultation, où on doit rassembler les idées. Et pour ce, il y a ce que j'appelle des processus formels, alors qu'on les appelle sessions informelles, thématiques, mais dont on a les 6 sessions qu'on a mentionnées à plusieurs reprises. Et puis, il y a des consultations régionales qui vont être organisées par les communautés régionales économiques. Suivez cela, cherchez des informations dans vos régions respectives. Effectivement, il y aura des consultations régionales qui seront organisées dans ce cadre-là. Ça va démarrer fin août jusqu'en fin octobre, voire novembre. Et puis au Mexique, on a mentionné également ce qui se passe là-bas. Et puis on mentionne également tout ce qui est consultation nationale. La Suisse, par exemple, finance quelques consultations nationales gérées par l'OIM, donc il va y avoir des consultations au Sri Lanka, Bangladesh, etc. Tout cela est extrêmement important quand on parle des différentes possibilités pour comprendre les points d'entrée notamment. Et puis il y a toutes sortes de processus informels, exemple FMMD, c'est mentionné, mais ça n'est pas un processus formel des Nations Unies. Processus consultatif régional, très engagé dans le processus Abu Dhabi, entre autres, également des opportunités à saisir, effectivement. Deuxième provocation, retour forcé, cela fera partie du pacte mondial. Je sais que cela vous pose problème et je comprends fort bien cela, mais c'est une réalité. Les gouvernements forcent le retour, effectivement. C'est une priorité. Donc on a 2 choix, je suppose. Premier choix, insister
pour qu'il n'y ait pas de déportation. Ça, c'est un plaidoyer. C'est une stratégie tout à fait viable. Et puis, autre stratégie, s'engager avec les gouvernements. Donc, s'il y a un retour forcé, quelles sont les normes minimales auxquelles il s'agit d'adhérer dans ce cas-là? Peter Sutherland a inclus pareille recommandation pour le pacte mondial pour qu'on développe des lignes directrices sur des retours forcés. C'est une option pour la société civile, s'engager également au niveau national. Troisième provocation, comme vous le savez, on l'a dit, il y a un espace de plus en plus réduit pour la société civile, de plus en plus réduit pour les droits humains au niveau des Nations Unies à l'heure actuelle. C'est la réalité, triste réalité, mais c'est une réalité dont on doit tenir compte. En Suisse, on fait de notre mieux pour renverser la vapeur, mais bien entendu, en tant que société civile, on doit faire face à cet espace qui se rétrécit. On doit garder cela à l'esprit. Je n'essaye pas de vous démotiver, j'essaye d'être réaliste, pragmatique. Et bien entendu, on doit inclure ces réalités quand vous agissez avec les gouvernements nationaux, parce qu'il s'agit, donc cet espace de plus en plus limité est une menace de par le spectre des Nations Unies. Ça n'est pas spécifique aux organisations qui s'occupent des migrants. Il en est ainsi partout. Et donc, tenez-en compte dans le cadre de vos plaidoyers avec les gouvernements et il faut tenir compte de cela dans l'utilisation de tous les instruments. Comment pouvez-vous interagir au niveau national? On a entendu pas mal de très bons exemples, d'ores et déjà. Quelques exemples en ce qui me concerne, très rapidement. Un élément important, il faut apprendre des autres processus. Il faut être en contact avec vos collègues de la société civile qui travaillent sur l'agenda 2020, qui travaillent sur des questions diverses, divers programmes. Égalité des droits, par exemple, pour des gens souffrant d'handicap. Une loi a été passée en Allemagne, mariage pour les homosexuels. Également, il y a un mouvement et ce qui importe, c'est d'apprendre de ces processus et qu'est-ce qui permet d'atteindre certains résultats au niveau national, qu'est-ce qu'on doit faire pour atteindre des résultats. Autre chose, connaissez vos partenaires, vos points d'entrée également. D'où la question, combien dans la salle dispose du numéro de téléphone du coordinateur national de votre pays, de vos pays respectifs? Est-ce que vous avez le numéro de téléphone de cette personne? Le premier message est le suivant. Souvenez-vous de ces personnes, gardez-les à l'esprit pour qu'il y ait ce lien entre la société civile et le gouvernement. Ce sont des points d'entrée, utilisez-les. Il s'agit de possibilités à portée de main et utilisez ce que vous avez à portée de main. Alors, vous n'allez peut-être jamais recevoir le numéro de téléphone de certains gouvernements parce qu'ils ne souhaiteront jamais être engagés avec la société civile, mais il y en a d'autres. Si vous cherchez, si vous frappez à la bonne porte, vous obtiendrez le numéro de téléphone de la personne responsable, du responsable. Bon, c'est un symbole, le téléphone, le numéro de téléphone, mais l'idée est qu'on n'est pas là pour établir un contact ponctuel. Non, il faut que ces gouvernements soient impliqués régulièrement dans un dialogue. Il faut renforcer cette confiance entre vos gouvernements et vous-même, et ainsi ce dialogue pourra vous aider dans le cadre du processus quand le processus devient de plus en plus gouvernemental, alors qu'on pénètre les négociations. Les gouvernements sont dans la salle de négociation, ils peuvent vous proposer leur feedback, information en retour. Il faut asseoir une confiance, il faut voir à ce moment-là où on peut agir, voir ce qu'on peut faire au niveau des réseaux société civile avec certains gouvernements, parce que les gouvernements, bien souvent, ne comprennent absolument pas les tenants aboutissants, etc. Le fonctionnement, cet élément de confiance est un élément extrêmement important. Dernier point. Éviter des discussions interminables entre les acteurs, vos voisins de la société civile. C'est important. Il faut évoluer, aller de l'avant. On est en train de se préparer pour un marathon à 10, 15, 20 ans et puis avec un sprint final à la clé. Donc, on doit aller de l'avant très rapidement. Et en principe, si
vous ne bougez pas. Quand vous rentrerez dans vos pénates, vous devez savoir qui sont vos alliés, avec qui vous allez devoir rester en contact. Ça risque de se compliquer. Alors, je mets un petit peu la pression sur vous, mais effectivement, il s'agit de voir qui est autour de vous. Il faut créer des alliances, les renforcer, ces alliances. Si vous perdez trop de temps à essayer de trouver vraiment le partenaire parfaitement démocratiquement mis en place, ce sera trop tard. Le gouvernement aura déjà décidé. Donc bougez rapidement et intelligemment. Et c'est quelque chose que les gouvernements doivent faire également de leur côté. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour être, comme on me l'a demandé, un peu provocateur. Merci. Alors si certains tombaient un peu endormis, je crois que c'est fini, qu'ils sont bien réveillés. Merci pour tout cela. Et je voudrais savoir si vous, au niveau de la plateforme suisse CSO, vous bougez ou pas. D'abord, quand on parle de stratégie nationale, je crois que le pacte, on le voit comme une source d'inspiration. C'est une approche qui intègre plusieurs parties prenantes. C'est une approche technique avec des consultations. C'est une approche holistique. Et ensuite, vous négociez. Et nous voyons cela comme une opportunité, mais également comme un processus. Nous ne pensons pas que le pacte va vraiment résoudre tout ou beaucoup de choses, mais c'est en tout cas un processus intéressant. Et je crois que la première chose à faire, c'est effectivement de contextualiser les choses au niveau national. Nous sommes, entre guillemets, dans un pays où il y a assez peu d'opposition entre la société civile et le gouvernement. Donc, dans notre cas, il y a un soutien qui vient de l'État, d'ailleurs, pour la société civile. Maintenant, d'autre part, la migration, ce n'est pas simplement un flux ou un mouvement de personnes, c'est aussi une expérience interculturelle, avant tout. Je dis cela parce que il y a 30 ans, j'avais 20 ans, j'étais, entre guillemets, un Suisse qui voulait voir le monde, qui voulait rencontrer des gens. Et donc, j'ai déménagé. Et puis, je suis revenu maintenant, parce que la Suisse est devenue beaucoup plus interculturelle. Et je gère maintenant les choses au niveau national. Et je travaille évidemment avec toute une série de partenaires qui me parlent de cette expérience multiculturelle. Aujourd'hui, nous échangeons entre organisations de la société civile. Ça n'a pas été toujours le cas dans le passé. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus dans une situation où les choses sont différentes en Suisse. Le chocolat suisse n'est plus suisse parce que les ingrédients du chocolat ne viennent pas de Suisse. Et la fondue suisse, plus personne n'en mange. Donc, bon, c'est un peu anecdotique peut-être de dire tout cela, mais je crois que ce que nous voulons, c'est pouvoir justement travailler avec d'autres. Et le pacte mondial nous donne cette opportunité de réfléchir à la manière dont on peut mettre en place des politiques cohérentes au niveau national. Et il faut utiliser, à mon avis, le pacte mondial et les thématiques qu'il aborde pour coordonner les choses. Il faut réunir les organisations. Il faut qu'elles puissent travailler davantage de manière coordonnée. Et puis, comme on l'a dit hier, nous ne savons pas quel sera le résultat du pacte, mais nous savons que nous devons réagir. Et nous devons améliorer ce qui est là aussi.
Donc si l'on commence à interagir sur les thématiques du pacte avec le gouvernement, eh bien, cela veut dire que des portes s'ouvrent. C'est déjà ça de prix. Ce qui nous amène à une toute dernière possibilité pour vous d'intervenir ou de réagir. Et là, je voudrais réellement donc insister pour que vous nous parliez peut-être des engagements qui sont les vôtres à l'avenir. La parole est à vous. Merci. Sur le processus et la substance, bon, je suis un peu observateur, mais j'ai l'impression que il y a encore des choses qui ne sont pas claires pour certains. J'aimerais revenir maintenant sur la résolution qui a été adoptée. Il y a 6 aspects importants. Il y a 3 manières pour la société civile d'intervenir. D'abord, il y a des orateurs de la société civile au programme. Ensuite, il y en a qui sont au niveau du processus d'accréditation, qui peuvent parler depuis la salle aux Nations Unies. Et puis, la deuxième journée, de 9 à 10 heures du matin, le co-facilitateur ont un dialogue spécial avec la société civile. Donc déjà 3 opportunités lors des sessions thématiques de parler. Ensuite, il y a tout ce qui est lié au paragraphe qui porte sur les auditions informelles de la société civile, des académiques, des institutions de défense des droits de l'homme et de toute une série de groupes. Et la première date là, c'est le 26 juillet. Donc réfléchissez à ce que vous pouvez faire. Au niveau de l'ECOSOC notamment, vous pouvez participer. Il y a 4 journées qui sont prévues pendant l'année et demie qui vient. 26 juillet tout d'abord, 4 octobre, 18 décembre, et puis 2 opportunités encore sans doute en 2018. Ensuite, les consultations régionales. Vous avez vu la liste de Colline? Et vous avez entendu de Pietro ce qui va se passer au niveau des différentes commissions de l'ONU. Santiago 23-24, août, ensuite 3 autres dates pour les autres régions, rapidement lues, impossible à répéter pour les interprètes qui n'ont pas le document. Merci. Et donc nous avons toute une série d'opportunités qui sont là pour intervenir à nouveau. Ensuite, il y a tout ce qui est au niveau national. Et là, il y a à nouveau des invitations qui ont été émises. Vous pouvez donc aujourd'hui dire à votre gouvernement, vous avez signé cette résolution ou vous l'avez acceptée et vous devez vous y tenir. Donc il y a des opportunités, beaucoup d'opportunités, et je vous invite à les utiliser, d'opportunités de vous faire entendre. Et puis, on a parlé également de différentes choses, mais il y a aussi un site internet, refugeesmigrant en un mot, newyork.org. Et là, vous trouverez toutes les dates, toutes les informations nécessaires pour comprendre ce qui est prévu. Donc, refugeesmigrant.un.org, pardon. Merci beaucoup. C'est vrai que les gouvernements se sont engagés à mettre en place des consultations nationales, donc il faut le leur rappeler, effectivement. Je commence par Madame en bleu tout au bout de la salle, de ce côté-là. Merci. Je travaille avec
en lien avec l'Union africaine pour la conférence des églises d'Afrique. J'ai entendu beaucoup de choses intéressantes. J'aimerais dire que pour les représentants africains, l'Union africaine qui est basée à Addis Abeba donne également une plateforme aux organisations de la société civile. Et donc je crois que ce qu'il faut d'abord savoir, c'est à qui avons-nous affaire? Beaucoup de gens ne savent pas ce qui se passe. Il y a des organisations de différents pays qui n'ont pas accès à des informations au niveau continental. Donc, la Commission économique de l'ONU pour l'Afrique existe. Et donc, vous pouvez, je dis ça aux collègues ici africains, vous pouvez me consulter, moi, me parler, et on pourra mettre en place des initiatives en plus de ce que l'on peut faire déjà au niveau de l'OIM. Merci. Monsieur. Ensuite Kevin, ensuite Michel. En espagnol. Nelson Garcia Lobo, du Honduras. Nous souhaiterions que le pacte se centre sur la défense des droits de l'homme, c'est-à-dire les droits de l'homme de tous les migrants en général. Ça, c'est un point. Et ensuite, 3 petites choses à dire de ma part. 1, nous devons être plus créatifs, trouver des moyens créatifs, innovants, de diffuser le pacte au niveau des migrants, au-delà des habituels Facebook, etc., au-delà des outils classiques. Les migrants ne sont pas toujours connectés à Internet. En tout cas, contrairement à ce que beaucoup pensent, voilà, ils ne sont pas toujours connectés. Ensuite, ce qui me paraît également important, c'est de diffuser davantage le pacte au niveau des gouvernements. Ça peut être étonnant d'entendre quelqu'un dire ça, mais je crois qu'il y a beaucoup d'employés du gouvernement, de nos gouvernements, de fonctionnaires qui ne sont pas forcément au courant du pacte et qui sont en contact avec les populations de migrants tous les jours dans leur travail. Et ensuite, il faut créer ce que j'appellerais un observatoire régional et aussi des observatoires nationaux pour vérifier que le pacte est véritablement mis en œuvre. Merci beaucoup. Merci d'avoir été bref. Kevin, Michel, et ensuite on partira du côté gauche de la salle, enfin ma gauche. Merci pour les présentations. Merci pour votre honnêteté, Monsieur l'ambassadeur. J'allais faire une grande déclaration. Je vais m'en abstenir et partager quelques réflexions. Je crois que ce document doit avoir, entre guillemets, des dents, c'est-à-dire que il faut qu'il ait la capacité à réellement mordre là où cela fait mal, peut-être, c'est-à-dire avoir des cibles, avoir une approche qui soit basée également sur un système de monitoring, sur un système de suivi, parce que je crois que s'il n'y a pas justement d'outils qui garantissent que l'on puisse justement le réaliser, le mettre en œuvre dans la réalité, je crois que ça ne servira pas à grand-chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et je ne sais pas si on peut éventuellement imaginer même des indicateurs chiffrés, par exemple, pour évaluer la qualité du travail qui est fait par le biais du pacte. Merci. Michel de Peckham. Merci pour ce qui a été dit sur les téléphones portables tout à l'heure, d'ailleurs. Je crois qu'il y a vraiment beaucoup d'énergie dans la salle, que tout le monde veut certainement travailler au niveau national. Et ma question, je crois qu'on veut contacter toute une série de personnes au niveau national. C'est très difficile, parce qu'on ne sait pas qui c'est, qui sont ces gens, comment les contacter.
C'est difficile pour l'Europe. Peut-être que d'autres régions font mieux que l'Europe à ce niveau-là, mais je crois qu'il est difficile, justement, d'identifier les personnes à qui nous devons nous adresser. Je ne sais pas si vous pouvez nous aider. Et puis l'autre aspect que je voudrais mentionner, je pensais donc aussi aux lignes rouges, entre guillemets, et à la déportation. Moi, je crois que il faut penser aux enfants, là, en particulier, à cause du traumatisme énorme qu'implique un renvoi forcé pour un enfant. Je crois que ça doit être intégré dans le pacte, mais surtout, je me demande quel pourcentage du pacte va réellement être consacré au retour, au renvoi, parce que je crois que c'est absolument important de le savoir et d'essayer de bien comprendre si l'on va réellement mettre l'accent sur cette question dans le pacte, de manière générale. Ça fait déjà 10 ans de FMMD. Moi, j'ai participé à quasiment toutes les éditions du FMMD. Et ce qui m'inquiète beaucoup, et j'aimerais savoir ce que vous en pensez, c'est une bonne initiative que le pacte mondial. Et si je comprends bien de quoi il s'agit, eh bien, l'idée, c'est quand même d'aller vers une approche moins défensive et réactive et plus stratégique et plus proactive par rapport à la thématique en question. Mais Pietro, vous l'avez dit, il faut cet équilibre entre processus d'une part et substance d'autre part. Et c'est ça qui m'inquiète. J'ai le sentiment que l'on met en place des procédures et des processus excessivement complexes sans qu'on ne sache finalement qui va décider de quoi, parce que tout est tellement compliqué que ça devient invisible. Et donc mon gros problème, en plus de cela, c'est la mise en œuvre. On peut avoir les meilleures idées du monde, on peut avoir les meilleures procédures au monde, tout ça ne sert à rien si l'on n'a pas, en fin de compte, quelque chose de clair par rapport à la mise en œuvre. Alors, désolé pour ce côté-ci de la salle. Je vais maintenant aller de l'autre côté et commencer par l'arrière. Bonjour. Tatsi du Forum asiatique des migrants. Je voudrais remercier le représentant du gouvernement suisse pour ce qu'il a dit. Merci d'avoir été direct et franc et de nous avoir donné des idées également de la manière dont on peut fonctionner et nous engager au niveau national, parce que je crois que c'est important effectivement de le faire. Je voulais simplement revenir un peu sur le processus asiatique de consultation qui est en place. Colin en a parlé un peu. Nous essayons aussi au niveau national de travailler avec des représentants, des gouvernements et partenaires, par exemple philippins. J'ai eu l'occasion d'entrer en dialogue avec l'État aujourd'hui philippin par le biais de sa présentation ici. Toute une série d'autres organisations sont en contact maintenant avec des gouvernements divers et variés. Donc je crois que ce n'est pas facile d'identifier les représentants des gouvernements, oui, au niveau national, comme on l'a dit, c'est difficile de le faire. Et il y a parfois un peu de confusion quand on parle à certains du pacte mondial et qu'ils vous disent « mais je ne sais pas de quoi vous parlez ». Et ce sont des représentants du gouvernement. Donc, à mon avis, il faut vraiment pousser pour que tous les ministères au niveau national, ou plus de ministères, sachent ce qu'est le pacte et que le message passe davantage et qu'on renforce davantage le système au niveau national. Merci. Là-bas dans le fond, s'il vous plaît. Merci. Steve Beshina Jaffe, d'une organisation de base à Cologne qui représente des femmes. Je
Je sais comment contacter mon gouvernement national, mais franchement, je ne sais pas trop quoi lui dire, parce que moi je travaille avec des femmes au quotidien, mais je crois que c'est important de dire d'abord que quand on parle de migration, il faut qu'il y ait sécurité. Ça, c'est une chose. Et ensuite, il faut dire aussi que la législation n'a pas de sexe, entre guillemets. Mais que malgré tout, il y a des lois qui sont sexuées, entre guillemets. On met parfois en place des systèmes législatifs ou des lois qui permettent à un homme de faire certaines choses et, ce faisant, de déclencher des droits pour les femmes. Je pense à la réunification familiale. C'est l'homme qui arrive, qui fait la demande et qui déclenche ce droit pour sa femme et ses enfants. Et quand une femme fait la même chose, elle attend 3 ans avant d'avoir la possibilité de voir sa demande être prise en considération. Pardon, je vous demanderai d'être très brève. Avez-vous une question? Parce que le témoignage est intéressant, mais nous devons vraiment avancer. Oui, donc il faut ratifier la Convention d'Istanbul d'abord. Et tout ce qui a été fait contre la violence envers les femmes. Et l'Allemagne a ratifié certains textes, mais pas tous les pays encore. Merci, désolé, hein, mais on est donc ici avec une culture à la fois allemande et tunisienne, et donc nous devons penser à la cérémonie de clôture et donner du temps. Donc je pousse un peu, et puis donc quelques prises de parole encore et on terminera. Monsieur ici, s'il vous plaît. My name is Ahmed Bougri. Je suis Ahmed Bougri. Je représente la Fondation d'appui aux migrants à Malte. Je crois que le rôle de la diaspora est important. La diaspora qui traduit d'une certaine manière les choses pour les migrants, mais qui est également la voix des migrants d'une certaine manière auprès des gouvernements nationaux. Comme nous l'avons dit, beaucoup de fonctionnaires ne connaissent pas ce qui est en train de se passer. C'est le cas au niveau de l'Union européenne. Je ne sais pas combien de gouvernements locaux sont impliqués en Europe. Et ce qui est très important, plus important encore, ce sont les migrants eux-mêmes. Ils ne sont pas au courant du tout. Quand on parle notamment de migrants irréguliers venus notamment d'Afrique et qui arrivent ici en Europe, il y a eu une consultation d'ailleurs, j'en parle en passant, en Ouganda, avec participation de la diaspora. Ça, c'est ce genre de choses qui est absolument clé pour nous. Merci beaucoup, mais nous allons nous arrêter là. Désolé. Je ne prends plus de prise de parole. Je vais demander aux panélistes d'être très brefs. Et je sais que, bon, Monsieur l'ambassadeur, beaucoup de questions ont été destinées à vous. Et je vous demande donc de répondre et peut-être aux autres, évidemment, de partager leurs réflexions. Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup. Je serai aussi bref que possible, mais aussi complet que possible en même temps. Alors, le texte qui doit avoir des dents et une certaine dimension obligatoire, effectivement. On l'a entendu dans beaucoup de sessions. Les gens nous ont dit, nous voulons quelque chose de pratique. Non pas simplement une sorte de grande collection de grands principes. Non, quelque chose qui soit pratique. Et donc, il faut dire que je crois que voilà, les gouvernements doivent tenir compte de cela. Et s'ils ne le font pas, vous avez, vous, suffisamment de légitimité pour aller les voir et le leur faire et le leur remarquer. Et puis, vous avez ce document ici, qui est exactement ce dont je parle. Si vous regardez ceci, vous verrez qu'il y a toute une série de principes qui sont mentionnés là, mais qui sont des principes assez clairs, entre guillemets,
pas du tout flous, et aussi des aspects intéressants parce que ce sont des aspects qui permettent de mesurer la réalisation ou non du pacte. Ensuite, au niveau des contacts nationaux, bon, je sais, vous ne savez pas qui sont ces gens ou comment les trouver. Je sais que c'est difficile. Mais, bon, je crois que vous avez des réseaux qui peuvent vous aider. Vos réseaux sont là. Et puis, spontanément, je dirais que utilisez, voilà, ceci. Parce que ce genre de choses est utile dans le sens où, si vous souhaitez parler avec les gouvernements, et si vous voulez par exemple passer par les différentes missions à New York, vous pouvez envoyer ce document. Ou un autre document qui vous paraît important. Et envoyer en même temps une lettre en disant, voilà, nous vous demandons de reprendre contact avec nous en nous disant quelles sont, entre guillemets, les personnes contacts au niveau du Capitole à New York, et puis diffuser l'information. Toutes les commissions ne vont pas forcément répondre à cette demande, mais un peu à la fois, vous pouvez peut-être en obtenir quelques réponses. En ce qui concerne le renvoi dans les pays d'origine, bon, j'ai été un peu provoquant, volontairement. Je crois qu'évidemment, ce sera quelque chose qui sera dans le pacte, la question du retour, du renvoi. Oui, et c'est le cas d'ailleurs pour la Suisse également. Sur les pourcentages, quel pourcentage cela va-t-il représenter dans le pacte? À mon avis, quelques paragraphes, pas plus. Donc je crois que il faudra, c'est vrai, c'est l'objectif, arriver à un texte qui couvre tout, autant de choses que possible, et donc cela impliquera de couvrir notamment le retour. Maintenant, est-ce que ce sera beaucoup en volume ou pas? Je ne crois pas. Et je crois qu'il faut aussi justement imaginer que certaines recommandations portent notamment sur la nécessité pour les pays de retour d'agir d'une certaine manière par rapport à ces gens qu'on leur renvoie. Bon, tout cela pour dire que ce ne sera pas le grand sujet du pacte, hein, le rapatriement. Ce ne sera pas le cas en Suisse, ce ne sera pas le cas dans d'autres pays qui sont un peu comme nous, dans leur mode de pensée. Ce ne sera pas non plus quelque chose qui sera au cœur de ce que voudront les pays du Sud. Ce sera un sujet, mais voilà, un sujet parmi beaucoup d'autres sujets. Et voilà, je pense qu'il faut être conscient de cela. Et ensuite, avant-dernier point sur le processus en tant que tel, oui, je sais, c'est un peu la boule de cristal. On est au courant de l'importance du pacte mondial, du potentiel intrinsèque et de la pertinence et de l'importance de faire partie du processus. Mais je suis d'accord avec vous. En fin de compte, le document et tous les documents, la déclaration de New York, Agenda 2030, la valeur du document n'est pas mesurée par les mots contenus, mais par les changements et sur le terrain. On peut avoir le meilleur document. Si personne ne le met en œuvre, on n'a rien atteint. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Dès lors, la mise en œuvre est critique. On doit en tenir compte. Cela fera partie du processus du pacte mondial, voir comment on pourra mobiliser les ressources. Et d'après moi, le pacte mondial fait partie des objectifs 2030. Quand on parle de ressources, par exemple, n'oublions pas qu'on a traité la question du financement pour le développement durable, mise en œuvre, objectif 2030, programme 2030,
il faudrait peut-être également songer ainsi à ces ressources. Et puis, un dernier point, et je vais être assez franc sur un dernier point qui a été mentionné quand on parle de la loi sur la réunification des familles qui est une discrimination à l'encontre des femmes. Je ne connais pas le contexte allemand, mais je suis en désaccord avec cette considération. Effectivement, il peut y avoir de la discrimination à l'encontre des femmes, mais les hommes peuvent également souffrir de discrimination. Ce que je vous demande, quand on parle d'égalité des genres, tenant compte des hommes, des garçons souffrant de discrimination, souffrant du trafic, etc., victimes du trafic. Certes, les femmes, c'est très important, il faut inclure les questions des femmes dans le pacte mondial, mais quand on parle de genre, n'oubliez pas, genre, c'est femme, homme, homme, femme. Merci. Thank you, Pietro. Merci beaucoup, Peter. Peux-tu prodiguer des conseils au groupe? Permettez-moi de résumer sous forme de 2 stratégies. On essaie d'être soutenu et il est très important qu'on ait une bonne coordination au niveau national, au niveau processus par rapport au pacte mondial et au-delà. Et là, je parle de la phase de mise en œuvre. Donc, on parlait de la phase de mise en œuvre. Et là, quand on formule des recommandations, on a dû faire face à cette question du retour. Les recommandations n'incluaient pas cela. Dès lors, on doit revoir la copie et aller de l'avant. On a besoin de coordination au niveau national pour asseoir un dialogue au niveau national pour comprendre ce que font les gouvernements, l'orientation prise par les gouvernements et pour pouvoir réagir. Parce que cela nous mène à ce qui va être mis en œuvre via les priorités des gouvernements. On doit se pencher sur la question de la coordination nationale, partager les expériences également. Autre point, on souhaiterait voir un dialogue national par rapport à une politique cohérente et que cela soit inclus dans le pacte mondial. Au niveau recommandations sur les procédures, il faut faciliter tout ce qui est dialogue. Ça, c'est la première phase. Il ne faut pas choisir. Non, on a besoin de saisir l'opportunité et on doit être clair dans le pacte mondial. Il faut un processus qui mène à des discussions nationales, à des dialogues au niveau national. Merci. Merci. Le dernier mot, Claudia, avant de passer à la cérémonie. Merci beaucoup. Tout simplement, 3 points, si vous me le permettez. La consultation régionale, d'après moi, est un processus et il s'agit d'inclure notamment les Nations Unies. Et puis, il faut être sur le qui-vive. Je comprends effectivement qu'il y a un processus de consultation. Et vous savez, sur le terrain, quand on est en contact avec les populations, eh bien, je dirais qu'il est important d'avoir accès à la consultation. Ainsi, il faut tenir compte de tout cela. Il faut prévoir des consultations informelles avec les gouvernements et il faut voir comment on peut s'organiser au niveau de la société civile de telle sorte que nos voix soient entendues. Il faut aller plus loin qu'un contact avec les experts. Il faut également que les gens de terrain soient en contact avec nos interlocuteurs. Il faut suivre de très près d'ailleurs, dès lors, le processus. On doit utiliser les instruments existants. Mon collègue nous a parlé de mécanismes pertinents. On doit suivre les procédures qui existent au niveau régional et également on doit demander d'opter pour une approche inclusive. Et finalement, le pacte mondial, comme on l'a dit, ne va peut-être rien résoudre, que du contraire, peut-être qu'il y aura des manquements certains. Et puis, moi, je vous demande d'être subversif, c'est-à-dire qu'il est important d'être à bord, de faire partie du processus.
il y aura un impact sur nous et un impact sur la vie de millions de personnes, littéralement. Et il ne faut pas se limiter à cela. En tant que société civile, on doit faire preuve de créativité, on doit asseoir nos rapports et travailler du bas vers le haut. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'en est tout pour cette partie-ci du programme. Soyons rapides, intelligents, travaillons ensemble, travaillons au niveau national. On doit encourager la consultation nationale et puis il faut que cela en vaille la peine pour nous et pas uniquement faire purement ce que nous dit de faire les gouvernements. Merci, chers membres du panel. Vous avez été ouverts, francs, pratiques, pragmatiques. Donc, merci beaucoup.